Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien, de façon à ce que la table ronde puisse commencer. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, voilà, je suis Marie-France Chatin, journaliste à Radio France Internationale et productrice de l'émission Géopolitique. Nous allons enregistrer devant vous, dans les conditions du direct, l'émission qui sera diffusée demain soir, donc dimanche, à 18h10 en heure de Grenoble. Donc, enregistrement de l'émission avec nos invités. Ce sera pendant 50 minutes. Je ferai deux interruptions parce qu'au moment de la diffusion de l'émission, il y a des plages musicales. Donc, ne vous étonnez pas si je reprends pied en reprécisant où nous nous trouvons pour les auditeurs de demain soir. Donc 50 minutes enregistrement de l'émission de demain pour la radio, et ensuite le temps qui restera sera consacré à des questions que vous voudrez poser. On n'aura pas le temps de tout évoquer, bien sûr, donc je pense qu'il y aura, et le sujet étant vraiment brûlant au sens propre et figuré, vous aurez très probablement plein de questions. Donc voilà, j'attends juste que terminer de vous installer de façon à ce qu'on puisse commencer. Oui, vous entendez? Oui, Sylvie Berman. Alors, on fait un essai de voix pour l'instant. Donc, vous connaîtrez vraiment tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe avant un enregistrement. Sylvie Berman. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte. Bon. Vous l'aimez tous normal, non? Bon. Alors voilà, donc je me répète, je suis Marie-France Chatin, productrice de l'émission Géopolitique que vous connaissez très certainement. Puisque Patrick me défie, je passe au bord de la Seine un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule mais ne tarit pas. Alors moi, j'ai pas de poésie en tête et de toute façon, j'arriverai pas à rivaliser, donc je pense que ça suffit. Vous voulez un poème? Oui. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel s'est montrée. Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique. Nous sommes à Grenoble à l'occasion de la première édition des Géopolitiques de Grenoble, une initiative conjointe IRIS, Institut des Relations internationales et stratégiques, et Grenoble École de Management. La guerre d'Ukraine a profondément bouleversé les équilibres géopolitiques en Europe. Elle a mis fin à l'illusion d'un continent définitivement pacifié, ravivé les logiques de bloc et provoqué un réarmement accéléré des États européens. L'Europe est sous pression qui doit à la fois se repenser et repenser en profondeur son modèle de défense, le renforcement de la menace russe, hybride, cyber, militaire et informationnelle, combiné à la dépendance persistante envers les États-Unis qui la brutalisent, met en lumière les fragilités structurelles de la défense européenne. Si l'OTAN a retrouvé une centralité stratégique, une coordination renforcée des États européens sur les plans stratégiques, capacitaires et opérationnels s'impose. Le conflit ukrainien interroge aussi la souveraineté, les frontières et les rapports de puissance sur le continent. Comment la guerre en Ukraine reconfigure-t-elle durablement l'architecture de sécurité européenne? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie, et je signale son dernier ouvrage, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite, aux éditions Talendier. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour.
Général Vincent Desportes, essayiste, conférencier, ancien directeur de l'école de guerre, bonjour. Bonjour. Laurent Griot, enseignant-chercheur à Grenoble École de Management, spécialiste des risques géopolitiques et d'économie de la défense, bonjour. Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Géostratégiques, dont l'intégrale qui réunit les tomes 1 et 2 vient de paraître aux éditions d'Unographique. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. L'actualité, c'est bien sûr le plan de paix américain pour l'Ukraine. On a assisté à un véritable branle-bas de combat dans les chancelleries européennes. Le plan concocté dans le dos des Européens qui reprend à leurs yeux un trop grand nombre de demandes de Moscou, qui a connu bien des allers-retours avec des deadlines, une mobilisation européenne. Ce plan américain ne concerne pas que l'Ukraine. Il s'agit d'une sorte de poupée russe incluant l'architecture de sécurité européenne elle-même subordonnée à l'ambition trumpienne de rénover la relation russo-américaine sur une base réaliste et transactionnelle. Sur l'Ukraine, le principal point d'opposition, on va en parler, porte sur les concessions territoriales. Pour commencer, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde la situation interne en Ukraine avec vendredi, donc il y a 2 jours, le chef de cabinet de Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, qui a été limogé ou qui est parti, mais de façon contrainte. Il était le négociateur en chef de l'Ukraine pour les discussions avec les États-Unis et la Russie. Est-ce que vous y voyez, les uns et les autres, un affaiblissement du président ukrainien et au-delà de la position de l'Ukraine dans les négociations sur le plan américain? Qui souhaite commencer? Pascal Boniface. Oui, alors effectivement, ça affaiblit Zelensky au moment où on négocie un accord dans son dos, ça vient affaiblir sa position. Alors bien sûr, ses partisans vont dire, bah regardez, finalement on lutte contre la corruption puisque même son plus proche collaborateur doit démissionner. C'est donc que les progrès de la lutte contre la corruption sont faits. Et d'autres diront que c'est une sorte de tonneau des Danaïdes puisque alors qu'on a averti depuis très longtemps qu'il y a un problème structurel de corruption en Ukraine qui est bien antérieur à la guerre. C'est d'ailleurs pour cela que l'Ukraine s'est peu développée depuis l'indépendance et que le PIB par habitant est à peu près le même parce que qu'ils soient pro-russes ou pro-européens, les dirigeants avaient pour unique raison de s'enrichir et que donc les Européens, dans leur souci de soutenir l'Ukraine, n'ont pas été assez regardants sur la façon dont les fonds étaient gérés. Donc il y a 2 façons de voir les choses, mais c'est sûr que la révélation de ceci au moment où le processus des négociations s'accélère n'est pas une bonne nouvelle pour Zelensky, dont on peut penser qu'il y a peut-être un accord entre Trump et Poutine pour dire que l'avenir de l'Ukraine se passera sans lui. Général Desportes, vous partagez ce que vient de dire Pascal Boniface. Et au-delà, est-ce qu'on peut craindre aussi une sorte, enfin, est-ce qu'il y a un risque d'exploitation de cette faiblesse ukrainienne sur les questions de la corruption pour la Russie, ou par la Russie, pardon, qui permettrait de contourner l'Ukraine? Alors, je crois que Pascal Boniface a répondu à la deuxième partie de cette question. Il peut y avoir eu un jeu entre les États-Unis et la Russie sur cette affaire. Moi, j'ai tendance à être plutôt positif, hein. L'Ukraine part d'extrêmement loin. Effectivement, c'est quand même un pays qui très certainement progresse vers la démocratie. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Ce que je dirais juste, c'est que c'est un problème pour nous, parce que le problème de l'Ukraine n'est pas qu'un problème ukrainien, c'est un problème européen. Et pendant encore un certain temps, l'affaiblissement de Zelensky, c'est quelque part aussi l'affaiblissement de l'Europe. Alors, ce sera intéressant de voir avec vous, Général, peut-être l'état des lieux sur le front. Bien sûr, on va en parler. Sylvie Berman, vous souhaitez réagir à cette question? Oui, enfin, comme l'a dit Pascal Boniface, c'est un problème qui est récurrent, celui de la corruption en Ukraine. Les jeunes s'en plaignaient déjà avant la guerre. Il y a eu un ralliement naturel derrière Zelensky au moment de l'agression et depuis. Cela dit, c'est pas le premier scandale de corruption. Le ministre de la Défense précédent, Reznikov, avait été limogé, le procureur général aussi, les directeurs de bureaux de recrutement. Là, 2 ministres ont été limogés. Et puis, l'homme, c'est pas l'homme lige en réalité, parce que c'était l'homme le plus puissant en Ukraine, qui était Yermak. Et Yermak était détesté par l'opposition et par la société civile.
Volodymyr Zelensky avait essayé de museler les deux organes de lutte contre la corruption il y a quelques mois. Il y avait eu de grandes manifestations dans les rues de Kiev et d'autres villes. Et en fait, ce que demandaient ces manifestants, c'est le limogeage précisément de Yermak, ce que n'a pas voulu faire Zelensky. Et bon, il est revenu sur cette loi de la Rada et finalement, on a eu l'impression que les choses revenaient à la normale, mais le problème de Yermak n'est pas réglé. Et là, il se fait de manière spectaculaire. Et évidemment, c'est instrumentalisé par les Américains qui connaissent très bien, puisque c'est eux qui ont aidé à la mise en place de ces organes de lutte contre la corruption. Est-ce que tout cela peut avoir un impact sur l'attitude des Européens? Laurent Griot, votre regard à vous? Alors, moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que cet affaiblissement de Zelensky et de son administration et le fait que la paix se fera vraisemblablement sans eux, en tout cas dans la tête des Russes, c'est complètement acté par le plan de paix. Un des points du plan proposé par les Russes, c'est que après sa signature, des élections doivent avoir lieu en Ukraine dans les 100 jours. Donc il s'agit d'exploiter vraisemblablement cette faiblesse et remettre en cause l'administration de Zelensky. En ce qui concerne la position des Européens, évidemment, ça va compliquer un peu leur travail. Je ne pense pas fondamentalement. Je pense que les Européens, comme le disait le général Desportes, ont quand même intérêt à comprendre que ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi un problème européen et qu'ils vont tout faire pour essayer de passer outre et essayer, au travers de l'Ukraine, de défendre leurs propres intérêts. Alors, Général Desportes, on va parler du front, affaiblissement donc de Zelensky sur le plan politique, avec ses affaires de corruption. Qu'en est-il de la situation sur le front et le rapport de force entre Russes et Ukrainiens? Très bien. Si on repart un tout petit peu en arrière, on a l'attaque des Russes 24 février 2022, l'effondrement des Ukrainiens, puis une contre-attaque très, très courageuse qui va repousser les Russes jusqu'à l'endroit où ils sont à peu près maintenant. Ensuite, on a une erreur stratégique des Ukrainiens, beaucoup l'avaient dit, c'est que face à la ligne Souroviki, c'est-à-dire aux lignes de défense établies par les Russes, eh bien leur contre-attaque du printemps 23 ne pouvait pas déboucher. Effectivement, elle n'a pas débouché et elle a entraîné la faiblesse militaire des Ukrainiens qui se traduit par la situation actuelle, c'est-à-dire depuis au fond la fin de cette contre-offensive qui a échoué. Eh bien, quand vous regardez de la Lune dont on parlait tout à l'heure, eh bien, elle ne bouge plus depuis 2 ans. Alors, si on descend un tout petit peu, les Russes ont l'avantage sur le terrain et grignotent, c'est-à-dire la ligne des petits drapeaux qui sont la ligne du front, avance mètre par mètre vers l'ouest. La situation actuelle est évidemment déséquilibrée. Elle est déséquilibrée pour 2 raisons. La première, c'est une raison démographique. On a quand même une nation qui, aujourd'hui, 30 millions d'habitants, compte tenu des partants, qui se bat contre une nation qui en fait 146. Et on voit bien que ça, c'est une très grande faiblesse ukrainienne. La deuxième, c'est que la machine industrielle de guerre russe est lancée à plein régime. La machine ukrainienne fonctionne, mais on voit bien que d'une part, elle ne bénéficie plus aujourd'hui de l'aide américaine et que l'aide européenne existe, qu'elle est sérieuse, mais elle est insuffisante pour aider l'Ukraine à tenir. Donc la situation est préoccupante. On ne peut pas exactement savoir. La guerre est toujours un pari. La logique de la guerre n'est pas une logique linéaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ce front va avancer jusqu'à Kiev comme ça. Soit il va s'arrêter à peu près par là, soit il y a un risque de rupture qui serait d'ailleurs une rupture psychologique probablement, qui pourrait entraîner une défaite de l'Ukraine, qui serait aussi, parce que nous l'avons dit depuis longtemps, une défaite de l'Europe. Nous avons dit que notre crédibilité était en jeu depuis 3 ans. Eh bien, nous la perdrions. Je pense que les conséquences sur l'Union européenne elle-même seraient tout à fait importantes. Je pense qu'elle en exploserait. On reviendra bien sûr sur l'Europe. Vous dites, Général Desportes, que la machine de guerre russe est lancée à plein régime. Est-ce que ça, c'est une surprise? Ah non, ce n'est pas une surprise. Ils sont en économie de guerre. Si mes chiffres sont à peu près corrects, 8% ou 9% du PIB russe sont investis dans la défense aujourd'hui. Non, pardon, du budget. Et non,
7 ou 8% du PIB et 40% du budget dans l'industrie de guerre. Donc non, ils sont en économie de guerre, ils se sont mis en économie de guerre comme l'Amérique s'est mis en économie de guerre à partir d'août 41, si vous voulez. Et donc ça avance. Eh bien, évidemment, l'Ukraine ne peut pas faire la même chose. Et nous-mêmes, Européens, nous ne sommes pas évidemment en économie de guerre, même si nous progressons, mais dans des conditions de faiblesse de politique intérieure qui ne nous permet pas d'avancer aussi vite, évidemment, que la Russie et l'Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quels sont les messages finalement qu'envoie le Kremlin à la fois sur l'Ukraine avec Kiev qui n'a de cesse d'être bombardé, et là on n'est plus sur le front, des drones qui survolent régulièrement des pays européens. Sylvie Berman. Oui, en tout cas, en ce qui concerne l'Ukraine, le message de la Russie est très clair, c'est qu'ils sont prêts à poursuivre la guerre et que même ils l'intensifient, mais parce qu'il y a aussi une perspective de négociation et qu'ils veulent être en position de force. Et d'ailleurs, à la veille de négociations, il y a généralement un regain de violence. Les Russes n'ont pas changé véritablement de position sur l'Ukraine. Alors, ils ne veulent pas conquérir l'ensemble de l'Ukraine. C'était pas d'ailleurs le but. C'était de renverser le gouvernement Zelensky et d'avoir un homme à leur solde à Kiev. Alors, évidemment, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit très récemment, il aura le Donbass soit par la diplomatie, c'est-à-dire l'accord de paix américain, soit par la guerre. Et pourquoi l'accord de paix américain? Parce qu'en réalité, on a dit qu'il n'était rien passé à Anchorage, mais ça avait été la proposition des Russes, c'est-à-dire de récupérer les 15% de l'oblast du Donetsk qu'ils n'occupaient pas encore ou pas, et pour le reste, de geler le front à Zaporizhzhia et à Kherson. Et en fait, ils sont restés sur cette idée-là parce qu'aussi bien Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, que Vladimir Poutine ne cesse de répéter qu'il faut rester dans l'esprit et la lettre d'Anchorage. Et là, les Américains, finalement, avec ce plan en 28 points, étaient revenus là-dessus. Maintenant, on ignore totalement quel est le plan modifié à la suite des contacts de Genève avec les Ukrainiens et avec les Européens. Il y a sûrement des modifications pour prendre en considération les préoccupations de l'Ukraine, mais sûrement pas toutes. Pascal Boniface. Oui, effectivement, on ne sait pas ce que les Européens ont obtenu et on ne sait pas ce qu'ils conserveront dans ce qu'ils ont obtenu une fois qu'il y aura de nouveau un contact direct entre Russes et Américains. Il y a quand même une connexion très forte. On voit bien que Trump a choisi la Russie, qu'il abandonne l'Europe et que la voix des Européens est quand même très faible et qu'on a commis l'erreur de s'engager, comme l'a dit Vincent Desportes. Ça fait 3 ans qu'on martèle que la Russie ne peut pas obtenir quoi que ce soit dans cette guerre parce qu'il y va de la crédibilité stratégique des Européens. Et on a ensuite donné à Zelensky les moyens de continuer ou d'arrêter la guerre en disant c'est Zelensky qui fixera les buts de guerre, c'est pas nous qui les fixerons. Et comme les buts de guerre que Zelensky a fixés initialement, la reconquête des territoires perdus depuis 2022 et la reconquête de la Crimée étaient évidemment inaccessibles, on s'est mis dans une position où on a des principes très fermes et aucun moyen pour les mettre en œuvre, donc c'est une contradiction, et donc notre crédibilité stratégique sera forcément en jeu. Et bien sûr, du côté de Poutine, il a quand même fait une erreur en se lançant dans cette guerre, parce que la Russie sort affaiblie à bien des points, économiquement, humainement, en termes réputationnels, et c'est parce que justement il a perdu beaucoup qu'il va être intransigeant sur ce qu'il doit gagner pour sortir de la guerre. Et donc, il l'a dit encore au Kyrgyzstan, il veut avoir les territoires qu'il demande, y compris ceux où l'armée ukrainienne est encore présente, et il a dit très franchement, en fait, si on ne les a pas par la négociation, on continuera, et à force, on les aura par la guerre, parce qu'il est de plus en plus difficile pour l'Ukraine, simplement de mobiliser. Les gens se donnent moins mobilisables pour une guerre qui dure depuis trop longtemps, et dont on sait de toute façon qu'elle n'est pas gagnable. Donc, effectivement, il peut poser ces conditions. Alors, on peut amender un petit peu son plan de paix, mais aux marges, et je crois que sur l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, sur la question territoriale et sur la présence de forces militaires européennes à l'Ukraine, il ne cédera pas. Alors, j'aurais souhaité avoir confirmation avec vous, Sylvie Berman. L'affaiblissement de la Russie, elle tient quand même, la Russie, là où on avait parlé voilà, c'était une grande interrogation.
elle a tenu jusqu'à présent, la Russie. Oui, je crois qu'on s'est trompé au début. D'abord, il y a quand même une chose qu'on a constatée et que les Russes ont constatée aussi, c'est finalement la faiblesse de l'armée russe au départ, parce qu'elle a essuyé un certain nombre d'échecs. Elle était présentée comme la deuxième armée du monde, mais autant elle est la première sur le plan nucléaire, ce n'est pas le cas sur le plan conventionnel. En tout cas, ce n'était pas le cas au début, et elle a essuyé des échecs. La première contre-offensive ukrainienne, par exemple, et on a considéré que finalement, l'Ukraine pouvait gagner à ce moment-là, que la Russie n'était pas bonne. Évidemment, elle en a tiré des leçons et elle a continué son réarmement et la modernisation de son armée, le changement de stratégie. Aujourd'hui, elle est en position de force, même si, comme l'a dit le général, c'est une guerre d'attrition et elle n'a pas beaucoup progressé sur le front. Sur le plan économique, on s'est fait des illusions aussi en pensant que les sanctions allaient non seulement affaiblir la Russie, mais allaient complètement détruire l'économie russe. C'est un peu l'inverse qui s'est passé parce que ça était vrai en 2022, 2023, 2024, croissance russe 4%, et elle est classée comme quatrième économie mondiale par le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, les effets se font davantage sentir, effet des sanctions occidentales et effet également des frappes ukrainiennes dans la profondeur. Donc la croissance est d'à peu près 1%, elle perd ses revenus en pétrole, il y a une inflation importante, des taux d'intérêt trop élevés. En même temps, comme ce qui intéresse Vladimir Poutine, c'est pas du tout l'économie du pays, mais c'est la géopolitique et ce qu'il perçoit comme sa sécurité. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher de poursuivre sa guerre contre l'Ukraine. Laurent Griot. Ouais, j'aurais voulu ajouter un point concernant la Russie et les messages qu'elle fait passer. Dans ce plan de paix russo-américain, dont tout le monde se demande s'il est plus russe qu'américain, il y a un message vis-à-vis des Européens et plus spécialement vis-à-vis de l'OTAN. Alors l'OTAN, ça pourrait inclure les Américains, mais en l'occurrence, c'est les pays européens de l'OTAN. Un des points du plan de paix proposé par Vladimir Poutine et Donald Trump indique que l'OTAN ne se développera pas davantage. C'est le point 3. Autrement dit, l'OTAN cesse de se développer, dans le cas ukrainien, c'est parfaitement clair, puisqu'il y a un point qui interdit à l'Ukraine de devenir un membre de l'OTAN ou d'accepter de voir stationner sur son territoire des forces de l'OTAN. Mais le point 3 dit que l'OTAN ne s'étendra pas davantage. Ça veut dire que des pays, je ne sais pas, comme la Géorgie, comme la Moldavie dans l'avenir, qui auraient pu être tentés de rejoindre un bloc européen et otanien, s'en verraient en théorie privés. Si cet accord, effectivement, on ne sait pas dans quel sens il pourrait être modifié, mais si ces points-là sont maintenus, l'OTAN cesserait de facto toute forme d'extension. Et c'est une façon pour la Russie de sécuriser son environnement immédiat en se garantissant que certains pays tentés, tout simplement, ne rejoindront jamais l'OTAN. Alors, nous sommes à Grenoble pour la première édition des Géopolitiques de Grenoble avec Laurent Griot, Pascal Boniface, Vincent Desportes, le général Vincent Desportes et Sylvie Berman pour parler de l'Europe et de l'Ukraine. J'ai cette question à ce stade de l'émission. Peut-être pour vous, Vincent Desportes, est-ce que les Européens ont la stratégie et la volonté de régler la guerre d'Ukraine? Je pense que le problème essentiel de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas de stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, moi j'ai enseigné la stratégie longtemps, il y a même des étudiants qui font ça. Bon, et la stratégie, ça part par la définition absolument claire d'un but à atteindre, si vous voulez. Et l'Europe n'a jamais défini ses buts de guerre. Et donc, quand vous ne définissez pas les buts de guerre, eh bien, on ne fait pas de stratégie. Donc, on fait un peu semblant. On donne de l'armement, d'ailleurs tout à fait hétéroclite, parce que justement, il n'y a pas de stratégie. Voilà, on aide un peu, mais il n'y a pas de stratégie. Ce qui fait que depuis le début de cette guerre, nous sommes en réaction et Poutine est en proaction. Je dirais que la seule manœuvre proactive que j'ai véritablement vue, c'est l'affaire des 100 Rafales, dont on reparlera peut-être. Mais pour le reste, on réagit en permanence. On a toujours un temps de retard. Et donc, nous avons un PIB, chacun le sait, qui est 10 fois supérieur, nous, Europe, à celui de la Russie. On a une armée qui, globalement, n'est pas tellement inférieure. Eh ben, on est en train de perdre. Et donc, vous me demandez si la stratégie de l'Europe était mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, elle n'existe pas. Alors, elle est en train de se construire, mais vous savez comme moi que pour l'instant, il n'y a pas
de définition commune à 27 des buts de guerre pour de très bonnes raisons et que donc il n'y a pas véritablement de stratégie, il y a des pis-aller. Alors, je reste sur l'Europe. C'est vrai que l'Europe est plutôt désunie. On a encore vu Viktor Orban être en Russie cette semaine, le Premier ministre hongrois. Budapest qui soutient sans réserve les positions de Trump pour mettre fin à la guerre. Est-ce qu'il faut, d'après vous, parce que là, il y a tout de même urgence, et ce serait bien aussi qu'on parle de la question des avoirs russes gelés et de leur utilisation par les Européens. Est-ce que, d'après vous, il faut plus de fermeté de la part d'un certain nombre de pays européens? Je pense à la France, je pense à l'Allemagne et peut-être d'autres, Pascal Boniface. La fermeté, elle est là. Il y a bien sûr deux pays, la Hongrie, la Slovaquie, qui font défaut à la solidarité, mais sinon, les autres pays européens ont la même ligne. Alors, dépourvu de stratégie, ce qui est un peu gênant, mais en tous les cas, pour être le plus ferme possible, tous ont voté pour l'exclusion de la Russie des Jeux Olympiques, pour 20 trains de sanctions à l'égard de la Russie. Donc, il y a vraiment une ligne qui est très suivie et il n'y a plus aucun contact entre les pays européens et la Russie. On est revenu à la période de la pire de la guerre froide. Il n'y a plus de contact culturel, il n'y a plus de contact, bien sûr, économique. On est vraiment au degré zéro. Donc, la ligne européenne, sauf qu'elle est dépourvue de stratégie, elle est uniquement sur un point de vue moral. La Russie est l'agresseur, on ne va pas lui parler parce que ça serait lui donner un cadeau, lui faire un cadeau. Et du coup, il n'y a que Trump qui parle à la Russie. C'est qu'on n'est même plus capable de parler à la Russie. Quant à la saisie des avoirs russes en Europe, c'est un piège. D'ailleurs, là, la Belgique s'y oppose, que c'est elle qui est le principal dépositaire. Elle a un risque financier important qui ne serait pas assumé par les autres pays. Et puis surtout, c'est vraiment quelque chose. Les Américains nous y poussent, on devrait s'en méfier si les Américains nous y poussent, parce que ça serait ruiner la crédibilité des places européennes comme places financières. Puis ensuite, aucun autre pays se dira je vais aller placer mes avoirs en Europe parce que si tout d'un coup, pour des raisons morales, je leur déplais, eh bien, ils vont les confisquer, ils vont les saisir. Or, il y a beaucoup de raisons morales qui nous opposent à beaucoup de pays. Il faut quand même reconnaître que le fait que l'on gèle des avoirs, ça s'est fait régulièrement, mais la saisie, même les Américains, après la prise d'otages de l'ambassade américaine, n'ont pas saisi les avoirs iraniens. Ils les ont gelés. Donc là, on commettrait quand même vraiment un pas supplémentaire sur lequel les Américains nous poussent parce qu'ils n'ont pas d'avoirs russes. Et ça serait vraiment une perte. On a déjà beaucoup perdu économiquement dans cette guerre. Là, ça serait perte pour très longtemps. Alors, votre avis, Sylvie Berman, sur cette question des avoirs russes, dont je rappelle le montant, 190 milliards gelés donc, dans les coffres de la société Euroclear à Bruxelles. S'ils sont, ces actifs russes, un levier possiblement considérable pour l'Union européenne, et les Russes sont très nerveux sur cette question. Tout à fait. Cela dit, le risque, c'est une rétorsion des Russes parce qu'il y a encore des biens européens en Russie qui peuvent être confisqués. Mais je pense que le problème qui a été évoqué par Pascal Boniface est le bon, c'est-à-dire indépendamment de l'Ukraine, c'est le problème de la crédibilité, de la place financière de Bruxelles et de l'Europe de manière générale. Quand on pense à des pays qui placent leurs avoirs en Europe, on peut penser à des pays du Golfe. Certains ont déclaré des guerres aussi et ils vont se dire on va nous les confisquer ou pour des raisons de droits de l'homme ou autres. Et donc, je pense que c'est très risqué pour l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle est en train de réfléchir à un montage juridique un petit peu différent, mais même ça, je crois que pour le moment, ça ne tient pas la route parce que l'idée c'est que c'est pas un vol de ses avoirs et que ça serait payé par les réparations fournies par la Russie. Mais quand on connaît la Russie, on doute fort que la Russie accepte de payer des réparations. Et dans ce cas-là, ce seront les Européens qui, une fois de plus, devront payer. Et c'est pour ça que les Belges sont très inquiets et que dans ce cas-là, ils disent ben, nous, on a besoin de garanties des autres. Donc, les Norvégiens qui se sont enrichis grâce à la guerre, puisqu'il y a eu des flux de pétrole, effectivement, de fourniture de pétrole et de gaz qui se sont dirigés vers la Norvège pour remplacer la Russie. Mais eux, ils réfléchissent aussi de nouveau. Et le problème, c'est que les Européens ont tous des problèmes budgétaires et financiers et que c'est très difficile, effectivement, de trouver les sommes nécessaires. Vincent Desportes, vous souhaitez réagir sur cette question des avoirs russes? Pas de compétences, pas d'avis. Laurent Griot. Alors,
Je ne vais pas répondre pas de compétences, pas d'avis, mais simplement pour insister sur le point qui a déjà été évoqué. Moi, cette saisie me semble très, très improbable. Euh, Simplement pour cette raison liée à la crédibilité, liée aux intérêts du réseau bancaire européen. On ne peut absolument pas, dans l'état actuel des choses, se permettre ce genre de choses et ça me semble être un vœu pieux. Pascal Boniface. Oui, sur ce sujet comme sur d'autres, on a vu des positions morales qui sont obtenues sur les plateaux télé qui qui sont pas réalisables. Et donc, il y a aussi un débat qui est faussé là-dessus parce que on peut prendre des positions hautes en couleur, mais si on peut pas les mettre en pratique, c'est comme donc on saisit les avoirs, on va reconquérir le Donbass et la Crimée, sauf que ce n'est pas possible. De temps en temps, le réalisme peut faire du bien. Général Desportes, je souhaiterais rebondir sur ce que vous évoquez, c'est la vente par la France d'avions Rafale à l'Ukraine, contrat signé récemment. La perspective, c'est 10 ans pour que ces Rafales parviennent à Kiev. Peut-être un peu moins. Enfin, on voit bien que ça n'aura pas d'impact sur le combat du jour. Mais je crois que c'est important parce que il faut, je crois, montrer au président Poutine. Poutine ne s'arrêtera, la Russie ne s'arrête d'ailleurs que soit sur un océan, ou une mer, la Baltique, le Pacifique, la mer Noire, ou sur la volonté, par exemple, au Pire austro-hongrois. Et donc, il faut être ferme sur cette affaire-là. Et là, la France dit, nous apprêtons à faire face à vous sur une durée longue. Et nous montrons notre détermination. Et je crois que c'est en ceci, si vous voulez, que si l'Europe s'inscrit véritablement et prend les moyens d'être suffisamment dissuasif dans le temps long, ça peut faire changer le trade-off de Poutine, dire bah, finalement, il vaut mieux quand même que je négocie parce que finalement, je n'arriverai pas au bout de mes objectifs. Donc, effectivement, aucun impact immédiat. D'ailleurs, ce n'était pas le but. Et le but, je crois, c'est de dire, eh ben non, nous, on n'acceptera pas l'établissement d'une hégémonie russe sur l'ensemble du territoire, hégémonie pas militaire, mais morale, etc. Et donc, le seul moyen, enfin, il y a deux moyens de faire arrêter cette guerre. Un, les pressions économiques, on en a parlé, qui commencent à payer, on l'a dit. Et d'autre part, afficher notre détermination. Et ça commencerait quand même par une définition claire d'une volonté européenne qui, pour l'instant, n'a pas été définie. Et comme chacun le sait, une stratégie, ça se rétro-raisonne par rapport à un objectif. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stratégie. C'est un moment, c'est un acte, il est important, mais il n'est pas une stratégie en elle-même parce que la stratégie globale de détermination ne pourrait être qu'européenne. Et pourtant, il y a urgence à ce qu'un objectif clair soit affiché. Nous sommes à Grenoble pour les géopolitiques de Grenoble avec Vincent Desportes, Sylvie Bermann, Pascal Boniface et Laurent Grillot pour parler de l'Ukraine et de l'avenir de la sécurité européenne. Steve Witkoff doit se rendre cette semaine à Moscou. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite, Sylvie Bermann? Est-ce que le plan qui a été proposé la semaine dernière, voire la semaine d'avant, il y a 10 jours, est-ce que le plan russo-américain vous paraît quelque chose de déterminé et définitif? Alors, il a déjà été modifié en réalité, puisque c'est plus un plan en 28 points, mais en 19 points. Les Européens et les Ukrainiens ont fait modifier ou supprimer un certain nombre de choses. Maintenant, pour Poutine, alors Donald Trump dit il reste 2 points mineurs. Sauf que les 2 points mineurs, c'est les 2 points centraux. C'est-à-dire, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et les garanties de sécurité, et également cette portion du Donetsk qui n'est pas conquis pour les Russes, mais qui est revendiquée par eux. Donc, ce sont vraiment les points essentiels. Et si cela est supprimé, les Russes, évidemment, n'accepteront pas. Et si ce n'est pas supprimé, les Ukrainiens n'accepteront pas. Et même si l'Ukraine est affaiblie, il faudra bien à un moment un accord de l'Ukraine pour signer. Et c'est très difficile pour Volodymyr Zelensky en réalité, parce que les hommes qui se sont battus sur le front vont se dire qu'ils se sont battus pour rien, qu'ils ont perdu leurs camarades pour rien. Et il y aura des critiques contre lui. Donc c'est une décision de toute façon très douloureuse à prendre. Si je vous entends bien depuis le début de cette émission,
On a parlé des territoires. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers une partition de l'Ukraine? On pousse un peu le déroulé de nos réflexions. Et la question, finalement, c'est où se fait cette partition, Général Desportes? Écoutez, est-ce qu'on va vers une partition de facto? Ça me paraît absolument sûr. C'est absolument sûr. Maintenant, de jure, sûrement pas tout de suite. Et puis, j'espère que ça ne se fera pas. Mais de facto, c'est absolument sûr. Et où ça se fera, madame? C'est très simple. Ça se fera à l'endroit où seront placés les drapeaux au moment où on sifflera à la fin de la partie. C'est pour ça que Poutine, c'est pas un plan de paix, hein, le plan qui a été proposé, c'est un plan de guerre. Parce que ce que Poutine veut, c'est continuer à gagner du temps pour continuer à pousser un petit peu ces drapeaux, si possible, jusqu'à la frontière du Donetsk. Oui, il y aura une partition de facto. Je ne vois pas comment cela pourrait être autrement. On ne peut pas envisager, il n'y a pas de façon d'envisager que les forces ukrainiennes puissent aller repartir vers l'Est pour reconquérir les 20% de territoire perdu et la Crimée. Pascal Boniface. Oui, il y a un rapport de force militaire qu'on ne changera pas, sauf à envoyer massivement des soldats occidentaux, ce que bien sûr on ne va pas faire, même si cette hypothèse, pour le moins curieuse, a été évoquée par certains. Donc l'Ukraine ne récupérera pas ses territoires. Il y aura non pas une partition, mais l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sera pas respectée. Le problème, c'est que même si on n'accepte pas le plan de paix, il ne sera pas respecté parce qu'il n'y a pas de moyens matériels pour reconquérir ces territoires. Ce qu'il faut, c'est que l'Ukraine s'occupe de son développement, et qu'on maintienne la souveraineté de l'Ukraine. Et bien sûr, et Patrick en a parlé, l'élément essentiel, c'est de ne pas reconnaître. Ce qui est encore plus dangereux dans le plan de Trump, c'est qu'il y ait une reconnaissance de juré d'un élément de fait, la conquête de territoire par la Russie. Il ne faut surtout pas le reconnaître et puis laisser la porte ouverte à d'éventuelles recompositions, mais ne pas le reconnaître. Ceci étant, une fois encore, on peut faire durer la guerre plusieurs années. Il y aura simplement plus de pertes territoriales et surtout humaines de la part de l'Ukraine. Il n'y aura pas 1 cm² de reconquis sur ce que possède déjà l'armée russe. Laurent Griot. Non, effectivement, on ne reviendra pas sur cette situation. Il n'y a aucun moyen militaire pour l'inverser aujourd'hui. On a pu le croire au début, les Russes ont commis des erreurs graves, mais ils ont appris. On pourrait se dire aussi qu'après 4 ans de guerre, l'armée russe est un petit peu fatiguée, voire épuisée. C'est très difficile, par exemple, d'avoir des chiffres sur les pertes russes réelles, voire impossible. Alors, il y a énormément d'estimations, mais pour le coup, c'est très spéculatif. Simplement, on l'a dit au début, le budget de la défense russe en 4 ans a doublé. Les effectifs ont aussi augmenté. Malgré ces combats, malgré cet épuisement, l'armée russe est en réalité bien plus puissante qu'elle n'était au début de ce conflit. On ne reviendra pas sur cette situation militaire. Qu'en faire et comment faire entrer ça dans un traité? On va voir ce que ça donne. J'espère aussi que ça ne deviendra pas une position de droit, mais il n'y a aucune chance pour qu'on revienne là-dessus. De fait, l'Ukraine sera partagée. Il n'y a pas de doute sur cette question. Alors, est-ce que précisément on est aujourd'hui à un moment crucial, voire à un tournant dans cette guerre russo-ukrainienne, Sylvie Berman? Est-ce que on n'assiste pas à un début de diplomatie solide? Alors, je pense que nous sommes à un tournant. La question, c'est de savoir si on est au début du tournant ou à la fin du tournant. C'est-à-dire qu'on l'est plus ou moins depuis que Trump est arrivé parce qu'il a décidé de mettre fin à cette guerre. Alors, évidemment, son logiciel est différent de celui de Vladimir Poutine. C'est un homme d'affaires, il cherche des deals. Et conformément à l'art du deal qu'il a écrit, il a tapé sur la tête du plus faible et en se disant, je connais bien Vladimir Poutine, j'ai une offre qu'il ne peut pas refuser, qui est la réhabilitation sur la scène internationale, un partenariat économique très important entre la Russie et les États-Unis et la levée des sanctions. Sauf que le logiciel de Vladimir Poutine n'est pas du tout le même et que lui, il raisonne surtout en termes de sécurité ou en tout cas de ce qu'il perçoit de sa sécurité et de sa volonté absolue que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN et d'avoir un régime qui n'est pas un régime russophobe à Kiev. Donc, il n'a pas beaucoup changé sur ce plan-là. Il n'empêche que Trump est le seul qui peut faire bouger les choses aujourd'hui parce qu'il est à la tête du pays le plus puissant du monde et qui pense, comme on dit, out of the box.
C'est-à-dire que tout le monde réagit de manière conforme au traité, au droit et à la coutume, y compris diplomatique. Lui, pas du tout. Donc, il peut éventuellement faire bouger les choses par son audace. Mais il s'est heurté à un mur avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine comprend qu'il faudra bien un jour mettre fin à cette guerre et j'en veux pour preuve qu'il est prêt à accepter le gel du front à Zaporijjia et à Kherson. Je pense qu'il y a quelques mois, il n'aurait jamais accepté ça, même si on peut se dire que c'est une très légère concession. De l'autre côté, on l'a évoqué au début de cette émission, Volodymyr Zelensky est très affaibli. Il a une opposition qui se fait entendre de plus en plus et il est à la fois affaibli sur le plan militaire. Il y a des risques de craquement du front. Il y a beaucoup de déserteurs. Il manque d'hommes, hein, beaucoup plus que de munitions aujourd'hui dans cette guerre. Et les Américains ont un moyen de pression sur lui qui tient bon, au scandale qui vient de se produire. Donc je pense qu'on est effectivement à une période cruciale. Est-ce que c'est la fin? Pas nécessairement, mais ça, personne n'est en mesure de le dire. Général Desportes. Churchill aurait dit que c'est le début de la fin. C'est la fin du début. C'est la fin du début et on est quelque part. Maintenant, de tournant dans cette guerre, on en parle environ tous les mois. On est à un tournant. Donc, moi, j'aimerais partager votre optimisme, Madame l'ambassadrice, et de dire on est quand même au début d'un vrai tournant. Mais je crois qu'on n'en sait rien. Cette guerre, elle peut durer encore des années. Elle peut durer encore des années. Tout à l'heure, je disais, il y a un effondrement, mais par exemple, militairement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une véritable percée. Pourquoi? Pourquoi? D'abord parce que les troupes russes sont de qualité très inégale et la grosse partie de l'armée russe, même si elle est énorme et de qualité, c'est une troupe qui ne sait pas manœuvrer. On a quelques divisions d'élite, le reste, bon. Et donc, on n'a pas cette force-là. D'autre part, aujourd'hui, on a bien compris que le front, c'est pas comme en 1914, il fait pas 1 kilomètre de large, il fait 40 kilomètres de large. Et 40 kilomètres de large, 20 kilomètres à l'est, 20 kilomètres à l'ouest. Et donc, tout véhicule qui se déplace dans cette zone de mort est détruit. Or, une percée, ça ne se fait pas à pied, ça ne se fait pas à vélo, ça se fait forcément avec des véhicules qui sont forcément immédiatement repérés et immédiatement détruits. Donc, je ne crois pas aujourd'hui, ça reste à vérifier quand même, mais je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse, d'une part, masser à l'est de ce front une masse critique de chars et de blindés capables de percer, et quand bien même on arrivera à le faire sans qu'elle soit détruite, ce qui ne me paraît pas possible, si elle venait à percer effectivement, elle serait très probablement largement détruite avant d'avoir, sans pouvoir conserver une masse critique suffisante pour aller plus loin. Donc cette guerre, je crois qu'elle peut durer encore très longtemps. C'est pour ça que, eh bien oui, peut-être faut-il accepter que Trump, passant out of the box, offre de nouveaux outils, peut-être diplomatiques, qui nous permettront de sortir de l'impasse, parce que oui, nous sommes dans une impasse aujourd'hui. Pascal Boniface. En fait, quand Trump avait dit qu'il ferait la paix en 24 heures, on a dit il bluffe, ça n'a pas marché. Et puis, une fois qu'il a été élu, les Européens ont dit il ne peut pas prendre le risque de réputation d'être celui qui a laissé l'Ukraine à la Russie, d'être dans le camp des vaincus, donc il ne le fera pas. Et en fait, ce que l'on voit depuis maintenant 10 mois, c'est que Poutine refuse et Trump va toujours le voir pour dire je peux te proposer encore un peu plus. Et donc, moi, je pensais au départ que Poutine prenait un risque énorme de refuser les offres très généreuses que Trump lui faisait au début de ce mandat, en disant peut-être que là, il prend un risque de vouloir trop gagner et il va tout perdre parce que Trump va se fâcher et dire il me baratine, il me mène en bateau, c'est plus possible. Bah non, en fait, on voit bien que pour lui, l'alliance avec Poutine est essentielle et qu'il est prêt à faire de nouvelles concessions. Et là, on a vu dans la graduation de ce qui a été fait, parce que quand même, demander à ce que le russe soit introduit comme deuxième langue du pays et que l'Église orthodoxe russe puisse reprendre pied en Ukraine, c'est quand même des propositions pour le moins russes essentielles et vraiment plus que généreuses de la part de Trump. Donc Trump veut un accord avec Poutine et le trouvera. Et je ne crois pas que
on ne pourra sur la longueur continuer à aider l'Ukraine à nos frais sans les Américains, en payant même des armes. Si les Américains arrêtent le renseignement, ça va très mal se passer pour les Ukrainiens, et Trump a menacé de le faire. Et puis, même si effectivement l'armée ukrainienne tient, il y aura un jour où on ne trouvera plus de gens pour les envoyer au combat parce qu'ils disent que c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner. Donc en fait, on est peut-être effectivement, alors ça peut durer très longtemps, mais je pense que là, il y a une accélération. Et en tous les cas, voilà, Trump n'est pas de notre côté dans cette guerre sur l'Ukraine, il faut le savoir, et ça a des conséquences majeures vu la place des États-Unis. Laurent Griot. Alors, effectivement, ce conflit peut durer encore très longtemps. Les Russes grignotent sans plus, les Ukrainiens résistent difficilement. Pas de percée, oui, sauf si, comme vient de le dire Pascal Boniface, les Américains renoncent à tout soutien. Alors, le soutien matériel, il était très américain au début de la guerre, il est de plus en plus européen. Les Européens ont fait de gros efforts sur cette question-là. Est-ce que c'est suffisant pour que les Ukrainiens puissent s'appuyer uniquement sur les Européens? J'en suis pas sûr. Et la question du renseignement, la question de la transparence, la relative transparence que les Ukrainiens ont vis-à-vis de ce champ de bataille grâce au renseignement américain, elle est cruciale. Si ce soutien en munitions, en armes d'un certain niveau et en renseignement venait à disparaître d'un seul coup, je ne vois pas comment les forces ukrainiennes pourraient résister des années. Et c'est un risque. Vous, les Ukrainiens et les Européens, vous êtes en train d'essayer de vous impliquer dans un accord que vous avez volontairement maintenu en dehors. Vous ne voulez pas signer ci, vous ne voulez pas aller dans telle direction. Écoutez, moi, ça suffit, j'arrête totalement, définitivement, plus de pièces détachées, plus de soutien à renseignement, plus d'images satellites, plus rien de tout ça. Et maintenant, vous vous débrouillez tout seul. J'ai peur qu'à ce moment-là, ce soit vraiment difficile pour les Ukrainiens de tenir plus de quelques semaines ou quelques mois. Alors, on l'a évoqué dans l'émission d'hier, les divergences aux États-Unis sur justement la politique vis-à-vis de la Russie à propos de l'Ukraine. On a Steve Witkoff, l'envoyé spécial de M. Trump, donc cette semaine à Moscou, là où ce serait plutôt du ressort de Marco Rubio d'avoir son mot à dire sur la question. Est-ce que ces divergences aux États-Unis peuvent avoir du poids et si oui, dans quel sens? Alors, c'est vrai Sylvie Berman. qu'aux États-Unis, il y a un soutien général pour l'Ukraine et même les républicains, disons les républicains plus classiques, et maintenant, y compris au sein du mouvement MAGA. Mais Donald Trump agit de manière totalement personnelle. Donc, il a un envoyé spécial qui est son envoyé, qui a un lien direct avec lui, qui n'a sûrement aucun contact avec les diplomates. Et on le voit dans la rédaction de ce plan. Il y a une partie effectivement qui est dictée par les Russes, puis il y a une partie très trumpienne sur les fonds récupérés par la Russie. D'ailleurs, sur en fait les fonds gelés, s'ils sont versés en faveur de l'Ukraine, Witkoff a prévu comment les États-Unis pourraient en récupérer 50%. Donc il y a quelque chose aussi de très trumpien dans ce texte qui a été modifié par les diplomates. Mais là, vous avez une concurrence, et une concurrence qui va au-delà de l'Ukraine. En réalité, c'est la concurrence pour la succession de Donald Trump. C'est-à-dire que vous avez un camp qui est celui de J.D. Vance, le vice-président, avec Witkoff, et de l'autre côté, Marco Rubio, et puis une partie effectivement de ceux qu'à une époque on appelait les adultes dans la pièce. Général Desportes, comment l'Europe peut-elle être plus rapide et plus efficace? Et finalement, quelle carte aujourd'hui, avec tous les éléments pardon, que nous avons, tous les éléments nouveaux apportés depuis le début de cette émission, les éléments d'actualité, quelle carte les Européens peuvent jouer dans le contexte actuel? Alors moi, je crois que dans cette affaire-là, les Européens devraient d'abord être réalistes, c'est-à-dire, je suis désolé de le dire, mais d'abord être égoïstes. Parce que dans cette guerre en Ukraine, ce qui se joue aussi, c'est évidemment le futur de l'Europe et la sécurité de l'Europe. Donc il faudrait décider à un moment donné, est-ce que l'Ukraine et son front qui tient font partie de la sécurité de l'Europe,
ou est-ce que ça n'en fait pas partie? Et donc d'avoir un choix clair sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est un choix politique. Bon, on peut avoir des idées stratégiques ou géostratégiques, mais enfin, c'est un choix qui est politique. Si on décide que effectivement la défense de l'Ukraine, c'est la défense de l'Europe, alors je pense qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'on se dit, on se défend là parce que c'est la première ligne de défense, et alors on investit massivement. Ça veut dire en fait se départir nous-mêmes de moyens de défense de manière à pouvoir pallier l'éventuel arrêt des fournitures américaines. Ou alors on se dit, bon, finalement on n'y arrivera pas. Eh ben, il y a des tas de pays qu'on a laissé tomber dans l'histoire. Eh ben, c'est pas joli, joli, mais à un moment donné, c'est bien l'intérêt qui doit être la boussole des États. Mais peu importe, moi je porte pas de jugement moral là-dessus, mais je crois qu'il faudrait être clair. Et c'est de ce manque de clarté qui fait que cette guerre, elle dure, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on fait un effort moyen qui a été insuffisant, qui fait souffrir tout le monde. Je crois que moi j'en appelle non pas à la clarté morale, parce que ce n'est pas une affaire de clarté morale, mais à la clarté stratégique sur ce point. Est-ce que notre défense commence dans le Donetsk ou est-ce qu'elle commence à la frontière de la Pologne? Je crois que c'est la question fondamentale. Une fois que l'on aura répondu à ça, alors il faudra faire une stratégie qui répondra à l'une ou l'autre de ces volontés. Général Desportes, pour relancer ce que vous venez de dire, est-ce que l'Europe peut bâtir une sécurité indépendante des États-Unis? Alors, un, elle le peut, deux, elle le doit. Deux, elle le doit. Hein. C'est-à-dire que souvent les Français ne le savent pas, ne savent pas combien nous sommes dépendants aujourd'hui des États-Unis. Je dirais on l'a toujours été, mais pendant la guerre froide, on supportait. Et puis il y avait des garanties de sécurité sérieuses. Ça s'appelait 400 000 GI en Europe. C'était des garanties sérieuses. Et puis ensuite, eh ben, il y a eu la fin de la guerre froide et on a vu que les choses évoluaient. Alors on a eu des premières idées. On a vu par exemple en 2011 que pour aller faire la guerre, cette stupide guerre en Libye, eh ben, on avait besoin d'avions américains avant les Rafales et les Tornados pour aller détruire les radars antiaériens libyens, qu'on avait besoin d'un PC parce que nous ne savions pas commander cette guerre et elle a été commandée par un état-major de l'OTAN en Italie. Et puis on a vu, nous, en 2013, nous n'aurions pas pu faire l'opération Serval comme on l'a fait sans un soutien américain en termes de transport stratégique. Nous n'aurions pas pu faire l'opération Barkhane sans un soutien américain en termes de renseignement. Mais on s'en fichait. Ils sont tellement gentils, les Américains. Et puis, ils pensent qu'aux Européens. Et ça va durer toute notre vie, ça. C'est bien. Seulement, pas le commandant en second, mais le président, le vice-président américain est venu lui dire à Munich, ne croyez surtout pas que nous vous défendrons en permanence. Donc, il nous dit, mais vous devez. Or, aujourd'hui, hélas. Et alors, cette dépendance a été organisée, il faut bien le comprendre, organisée par les Américains à partir de la présidence Clinton. À un moment donné, les Européens intelligents, je pense à Kohl, je pense à Mitterrand, je pense à Thatcher, se disent l'Amérique va partir vers son ouest parce que c'est le destin du monde, parce que ce sera comme ça. Et donc, il faut s'arranger avec la Russie. On va vivre ensemble. Et là, les Américains prennent peur. Ils se disent, si on a une masse eurasiatique autonome de nous, avec un grand ensemble homogène, économique, etc., ça n'est pas bon. Donc, l'Amérique ne veut pas, et c'est la vieille politique britannique aussi, qu'on ait un hégémone qui s'organise en Eurasie. Et d'autre part, l'Amérique veut garder sa domination du premier marché économique mondial, qui est l'Europe. Et donc, c'est Madeleine Albright, qui est la secrétaire d'État de Clinton, qui lance cette affaire-là. C'est la politique des 3D, mais on en garde deux. Il ne faut pas qu'il y ait de découplage, parce qu'on doit garder cette Europe vassale, ce qui nous permet d'imposer, de faire passer l'extraterritorialité du droit américain, nos règles commerciales, etc. Et donc, pas de découplage, donc pas de duplication. C'est-à-dire que tout ce que l'Amérique apporte à l'OTAN, nous n'avons pas le droit de le faire. Par exemple, et vous le savez bien, il y a un combat très long sur un état-major européen. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas d'état-major de force capable de commander une véritable guerre en Europe. Nous n'avons pas de feu dans la profondeur. Le renseignement de l'OTAN, à 90%, il est américain. En termes de transmission, on a une grande vulnérabilité de dépendance vis-à-vis de Starlink, etc. On n'a toujours pas d'armes pour aller détruire les radars adverses, etc. Et je pourrais multiplier. Donc aujourd'hui, et pourquoi finalement on se plie aux règles de l'Amérique là, c'est parce qu'on a besoin d'eux pour se défendre. Et donc on a 2 ou 3 ans de temps stratégique pour arriver à pallier ces déficiences-là et à pouvoir dire à un moment donné à l'Amérique, ça suffit. Pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. On comprend mieux donc la position délicate de l'Europe aujourd'hui. Merci, Général Vincent Desportes. Je rappelle que vous êtes essayiste, conférencier, ancien directeur de l'école de guerre. Merci aussi Sylvie Barman, ancienne ambassadrice de France en Chine,
au Royaume-Uni et en Russie. Son dernier ouvrage, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite aux éditions Talendier. Laurent Griot, enseignant-chercheur à Grenoble, école de management, spécialiste des risques géopolitiques, d'économie de la défense. Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, auteur de Géostratégique, l'intégrale qui réunit les 2 tomes 1 et 2 aux éditions Duno Graphique. Ça, c'est pour le dernier ouvrage. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Jade Coury à Grenoble, Mathias Golchani à Paris. Vous êtes bien sur RFI, l'actualité se poursuit et tout de suite le journal. Voilà, je vous propose qu'on applaudisse. Voilà donc pour la deuxième partie de ce bout de matinée autour de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe. Je vous propose, des micros vont circuler, d'avoir des questions. J'en vois deux ici, deux ici et à droite là, et à droite aussi, même qui est. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pierre Keladi, je suis un ancien étudiant de Grenoble École de Management. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Une simple question, que pensez-vous de l'extension du parapluie nucléaire français à l'échelle de l'Union européenne? Pensez-vous que cela servirait justement à cette stratégie européenne ou cela serait un recul de notre souveraineté? Merci beaucoup. Juste une précision, votre question, que je n'ai pas pu entendre parce que j'étais troublée par les questions de micro. Sur l'extension justement du parapluie nucléaire français. Alors, c'est au général des Portes que ça s'adresse? Je serais très curieux d'avoir l'opinion de chacun. L'avis de chacun, général des Portes. Merci beaucoup. Vous avez raison, monsieur, ça n'est pas un problème militaire du tout. Ça n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique, et donc ça ne relève pas du militaire qui fera ce qu'on lui dira de faire. En fait, la dissuasion nucléaire, c'est la défense des intérêts vitaux. Et par définition, on ne précise pas quels sont les intérêts vitaux. Depuis longtemps, mais y compris depuis l'époque du général de Gaulle, on parle de l'extension effectivement du parapluie nucléaire à l'Europe. Alors à l'époque, c'était effectivement plutôt l'Allemagne, le Benelux. Aujourd'hui, la question est pendante. Donc la France le dit. Alors simplement, d'autres pays qui étaient réticents à une époque, comme l'Allemagne, sont aujourd'hui assez demandeurs. Mais en tout cas, dans ce domaine, il faut rester dans l'ambiguïté pour pouvoir effectivement exercer une dissuasion efficace. Et de toute façon, la décision ne peut appartenir qu'au président de la République. Alors, je vais quand même compléter un peu ma réponse brutale. Non. Alors, c'est pas un problème de moyens, si vous voulez. La France a 300 têtes nucléaires. Avec 300 têtes nucléaires, vous dissuadez à peu près autant qu'avec 2500. Pas tout à fait, mais presque. Enfin, voilà. Et vous pouvez protéger avec ça, si le concept politique est arrêté, l'intégralité de l'Europe. Donc, c'est un problème politique en ce sens que celui qui décide de tirer nucléaire, forcément décide aussi de la mort de 10 millions de ses compatriotes. D'accord? Et c'est pour ça que cette délégation du feu nucléaire ne peut pas être déléguée. Et que pour que l'Europe puisse bénéficier d'une arme nucléaire, il faudrait qu'il y ait une autorité politique européenne. Il n'y en aura jamais. Donc ça, c'est un problème. Alors, maintenant, si le président Macron, puisque c'est pendant encore 1 an et demi, je crois le cas, et... Non, mais j'ai rien dit. Oh, attention. Bon. Bon, ok. S'il décide de tirer nucléaire pour défendre Vilnius ou Varsovie, il décide aussi de la mort de 10 millions de Français. Et donc, on voit bien que c'est très compliqué. Et c'est bien pour ça que nous avons, nous, l'arme nucléaire, parce que nous n'avons jamais cru, à juste titre,
que les Américains sacrifieraient Washington, San Diego et surtout pas Miami actuellement, hein, pour protéger Paris. Et donc là, il y a un véritable problème, et c'est un problème politique et très compliqué. Alors, très rapidement, bon, l'illusion que plusieurs pourraient appuyer sur le bouton en même temps est précisément une illusion. En revanche, alors je serais peut-être moins radical que le général Desportes sur la portée et le nombre de morts que cela pourrait provoquer. La doctrine française, c'est celle de l'ultime avertissement et d'un certain nombre de moyens qui permettent précisément d'avertir un ennemi potentiel. Donc il y a peut-être moyen d'arriver à faire peur en utilisant une arme nucléaire ou en répondant à l'utilisation d'une arme nucléaire sans provoquer immédiatement 10 millions de morts. Une des choses qui est envisagée aujourd'hui, ce serait notamment une confrontation nucléaire maritime. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer à un territoire, on s'attaquerait à un groupe de navires, ce qui a l'immense mérite de ne toucher que des cibles militaires et d'éviter des dommages collatéraux, même si la notion de dommage collatéral, quand on parle d'une arme nucléaire, est forcément quelque chose de discutable. Alors, autre question, et peut-être que tous les intervenants ne répondront pas à toutes les questions de façon à ce qu'il y ait une multiplicité de questions sur des thèmes que vous souhaitez. Alors, monsieur. Oui, excusez-moi, la chaise est un peu chiante à pousser. Valentin Vizocchi, étudiant à Grenoble en L3 PGE. J'avais une question sur l'avenir. Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais sur les populations, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier des populations qui se sont fait la guerre pendant 3, 4, 5 ans, bah, peut-être même 10 ans, on ne sait pas trop, mais comment on fait pour les réconcilier et comment on fait pour réconcilier aussi les spectateurs atterrés européens avec les Russes? Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Il faut du temps. Il faut du temps. Personne n'aurait parié en 1945 que Français et Allemands s'entendraient comme ils s'entendent aujourd'hui. Et c'est vrai que les populations russes et ukrainiennes étaient très mêlées. Bon, et là, disons que Poutine a gagné le Donbass, mais il a perdu l'Ukraine. Le sentiment national ukrainien est maintenant hostile à la Russie du fait des crimes de guerre, du fait de l'agression. Et il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour réparer cela. Ça ne se fera pas rapidement, ça se fera un jour ou l'autre. Il n'y a pas d'ennemis éternels, il y a des intérêts éternels. Donc ça se fera un jour ou l'autre, mais il faudra beaucoup de temps. Et aussi par rapport, parce que certainement que Trump va lever les sanctions à l'égard de la Russie, nous, on sera quand même devant un dilemme. Est-ce qu'on lève également les sanctions? Si on les maintient par rapport aux États-Unis, on est quand même pris à notre propre piège. Mais si on les lève, on apparaît à la fois suiveur et suiviste et pas très cohérent par rapport à ce que les crimes de guerre sont toujours là. Et on est aussi pris au piège, c'est que finalement, on a beaucoup aidé les Ukrainiens, mais à chaque fois, les Ukrainiens ont des avantages aux États-Unis et pas aux pays européens, y compris sur le plan économique. Mais donc, ça mettra beaucoup de temps. L'avenir, il ne faut pas injurer l'avenir, mais on a un tel degré bas de relation entre l'Europe occidentale et la Russie, du moins pour la majorité des pays européens, et surtout en Ukraine, c'est pas demain, quoi. Et même après la disparition de Poutine, de toute façon, tant que Poutine sera là, il incarne l'ennemi, l'agresseur. Donc, il faudra qu'il y ait un autre dirigeant pour permettre d'ouvrir éventuellement une autre page. Et ensuite, il y a tout un débat en fait en Europe. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui intellectuel, c'est qui a perdu la Russie. Et vous avez deux thèses. Vous avez les gens qui disent oui, en fait, on aurait dû écouter les Polonais, les Baltes, c'est eux qui avaient raison depuis le départ. Et d'autres qui disent en fait, c'est eux qui nous ont poussés à la confrontation avec la Russie en écoutant les États-Unis. Et les États-Unis, et Vincent l'a dit tout à l'heure, les États-Unis qui ont empêché un plus grand rapprochement, parce que Medvedev, qui maintenant est le plus anti-européen, était le plus pro-occidental quand il était président. Il avait proposé une négociation sur l'architecture européenne de sécurité. On lui a même pas répondu en demandant, en suivant les Américains. Donc les Américains qui nous ont très longtemps empêchés de nous rapprocher de la Russie, maintenant sont ceux qui vont passer par-dessus nos têtes pour se rapprocher de la Russie alors qu'ils nous ont empêchés de le faire. Alors, je pense que ça prendra au moins une génération. Alors, pour l'Ukraine, effectivement, l'identité nationale ukrainienne se construit contre la Russie. Vous aviez des villes qui n'étaient pas seulement russophones, mais russophiles, comme par exemple la ville d'Odessa, c'est terminé. Pour ce qui concerne les Européens, il y a une détestation aujourd'hui de la Russie, qui est bien évidemment l'agresseur, mais qui va souvent
au-delà de Vladimir Poutine et des militaires russes qui visent aussi des écrivains, qui visent aussi des chanteurs ou enfin, des artistes de manière générale. Donc je pense que ça prendra du temps, mais ça dépend s'il y a une concurrence américaine ou pas. Et là, je pense que nos entreprises seront intéressées à reprendre la relation avec la Russie. Alors j'ai une anecdote ou un témoignage. Quand j'étais ambassadeur à Moscou, on avait organisé une réunion régionale de tous les ambassadeurs. Et notre ambassadeur en Géorgie à l'époque, c'était en 2018, a raconté à quel point les relations entre la Géorgie étaient bonnes. Il y avait énormément d'échanges. Les Russes passaient leur week-end en Géorgie. Beaucoup de Géorgiens venaient en Russie. Il y avait évidemment des échanges économiques très importants. Et notre ambassadeur en Ukraine, à ce moment-là, était très étonné et a dit bah, je me pose la question en ce qui concerne l'Ukraine, qu'est-ce que ce sera à N+10? C'est-à-dire, bon, la Géorgie l'attaque 2008, donc là, on se place en 2018. Elle pensait évidemment à l'annexion de la Crimée et l'intervention dans le Donbass. Donc, c'était seulement 4 ans après. Elle se posait la question, or en 2024, bon, on est dans une nouvelle guerre. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? C'est très difficile de le dire. Il y a quelque chose effectivement de cassé, mais en même temps, une grande partie des Ukrainiens, pratiquement le quart, a de la famille en Russie et vice-versa, naturellement. Les relations ont été rompues parce qu'au début, quand il y a eu les attaques russes, les Ukrainiens ont appelé leur famille en Russie en disant on nous attaque. Et ils ont répondu pas du tout, c'est les Ukrainiens qui vous attaquent. Et à partir de ce moment-là, toutes les relations familiales ont été rompues. Ça reprendra peut-être un jour, mais en tout cas, c'est extrêmement difficile et difficile effectivement de parler de réconciliation véritablement parce que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ont été vraiment considérables. D'autres Bonjour. questions? Il n'y a pas un jeune homme qui a, Si. alors, qui a un Bonjour. micro. Voilà. Bonjour, Enzo Betioui, du coup étudiant à GEM. Déjà, merci d'être ici, parce que les étudiants sont vraiment friands d'événements comme ça. Parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ah ouais, là, comme ça, c'est mieux. Voilà. Du coup, je disais étudiant à GEM. Du coup, ma question, c'est quelle est la part de responsabilité de l'Occident dans le déclenchement de la guerre en Ukraine et dans quelle mesure peut-on analyser le conflit comme la conséquence d'erreurs stratégiques diplomatiques passées? Pour Madame Berman ou Monsieur C'est une question qu'on Boniface. pose depuis 2 ans quand même. Non, plus, 3 ans, 4 ans. Alors, Oui, j'ai une réponse claire qui ne plaît pas à tout le monde. On a multiplié les erreurs à la guerre de la Russie, la guerre du Kosovo, l'intervention en Libye, alors que la Russie s'était abstenue, l'extension de l'OTAN, le déploiement d'un système de défense antimissile qui venait remettre en cause la parité. Mais aucune de ces erreurs ne justifie la guerre. Donc en fait, tu as deux thèses. Souvent on dit c'est l'Occident qui a lancé la guerre. Non, c'est bien la Russie. C'est pas l'Ukraine qui a agressé la Russie, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu éviter cette guerre. Alors, beaucoup disent, on a fait plein d'efforts à l'égard de la Russie. Je pense que les Russes pensent qu'ils ont été humiliés, mais on leur dit, mais non, vous n'avez pas été humiliés, c'est faux. Donc, on leur renie même le droit de savoir ce qu'ils pensent eux-mêmes, ce qui est quand même un peu fort de café. Donc, non, bien, beaucoup de multiples erreurs ont été commises, mais aucune ne justifie la guerre. Et Poutine a commis une erreur tragique pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais aussi pour son propre pays, en lançant cette guerre qui va coûter beaucoup à la Russie et bien sûr qui a beaucoup coûté à l'Ukraine. Juste, pas pour compléter ce que tu as dit, parce que c'est toujours parfait, mais ouais, super. Bon, juste pour rappeler quelque chose qui est fondamental, l'important, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce que l'autre pense de ce qu'on pense. Et on a été incapable de comprendre combien, effectivement, la Russie s'est sentie humiliée, il faut le dire, avec ce qui s'est passé entre 1990 et 2000, combien elle a mal vécu dans son syndrome obsidional, l'avancée de l'OTAN, etc. Et combien nous n'avons pas respecté effectivement le ressenti de la Russie. Et la vraie question du stratège, je ne suis pas sûr que vous me contredisiez, c'est bien de comprendre ce que comprend l'autre et comment il voit ce que nous faisons. Et ça, l'Occident était incapable de le faire pendant toute la période qui a conduit de 1990 à cette guerre.
Alors, Bonjour, d'autres je m'appelle questions? Sam. Merci voilà. pour. Faut que tu parles Bonjour, je fort. m'appelle Sam. Merci pour ce débat et j'ai une question. Comment est-ce que la Russie voit la France d'un point de vue militaire? Voilà, France. Allez-y. Alors d'abord, la Russie a conscience du fait, et malgré les écarts de budget qui sont en train de se creuser, que les forces françaises constituent les plus efficaces et les plus opérationnelles d'Europe aujourd'hui. Ça me semble difficilement contestable. Alors certes, les Allemands vont dépenser beaucoup plus d'argent dans les années à venir, mais ils partent aussi de beaucoup plus loin. Les forces britanniques ont pas mal souffert. Donc aujourd'hui, sans que ce soit forcément un ennemi capable de vaincre l'armée russe, les forces militaires françaises sont vues comme plutôt opérationnelles et en tout cas en tête en Europe. Peut-être encore plus intéressant, c'est l'opinion que les Russes ont de la force nucléaire française. La Rand Corporation a sorti une étude assez intéressante il y a quelques mois dans lesquelles on voit que les Russes perçoivent la dissuasion nucléaire française comme beaucoup plus crédible et beaucoup plus efficace, potentiellement, mais moins susceptible d'être utilisée parce que les Français sont vus comme moins hostiles à la Russie que les Britanniques. Et les forces nucléaires françaises sont vues comme spécialement crédibles parce que totalement autonomes, réellement souveraines, ce qui n'est pas le cas des forces britanniques, et appuyées sur un consensus politique et social qui est beaucoup plus efficace, ou en tout cas beaucoup plus tolérant à l'égard de l'idée d'utiliser une arme nucléaire en France qu'en Grande-Bretagne. Donc de ce point de vue-là, il y a parler d'une crainte, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas une vision des forces françaises qui sont très crédibles aux yeux des Russes. Je voudrais juste compléter ce que vous avez dit. Les forces françaises, il faut bien comprendre que l'armée française, c'est une excellente armée de petit format et qui est parfaitement adaptée à ce que la France lui a demandé de faire et en adéquation avec l'argent que les Français ont mis dans leur armée. L'armée, elle est construite autour de ce qui s'appelle un contrat opérationnel qui est défini par une loi de programmation militaire qui est votée par le Parlement et donc qui est voulue par vous, citoyens français. Et ce qu'on a demandé à l'armée française depuis 25 ans, c'est être capable de conduire de petites opérations, pas très loin du territoire national, face à un ennemi qui n'est pas du tout un ennemi conventionnel, donc un engagement dans un milieu que les militaires appellent permissif, c'est-à-dire il n'y a pas de danger aérien, il n'y a pas d'obusier en face de nous, etc. Et donc avec le tout petite somme de budget que nous pouvions avoir, eh bien, on a fait au mieux et nous avons été très, très bons. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on nous demande de changer. Alors ça, Poutine le sait. Mais aujourd'hui, si nous avions à faire la guerre contre la Russie, ce qu'à Dieu ne plaise, et nous ne la ferons pas que si nous sommes prêts à la faire, ne nous trompons pas, eh bien, il faut changer complètement de modèle. Le contrat opérationnel change complètement et c'est pour ça qu'on a besoin de quelques années. On n'en aura suffisamment pas assez pour être suffisamment dissuasif pour le type de guerre qu'on pourrait avoir à conduire. Donc, à la fois, l'armée française est tout à fait remarquable et adaptée à ce qu'on lui a demandé de faire hier, mais elle n'est pas parfaitement adaptée à ce qu'on lui demanderait de faire demain. On a coutume de dire que les forces françaises manquent d'épaisseur, c'est-à-dire qu'elles savent à peu près tout faire, mais comme le dit le général, en petite quantité sur des petits territoires et face à des ennemis relativement peu nombreux. Quand on voit où on en était il y a 4 ans en termes de production de munitions, par exemple, c'était quelques centaines d'obus de 155 mm par an. Ça servait à un entraînement. Il y a un très faible nombre d'opérations. Ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable dans l'optique d'un conflit tel que celui qu'on envisage ici. Et je voudrais ajouter quelque chose qui est plus politique que militaire, mais dans la perception que les Russes ont de la France, ils reconnaissent que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, que ça lui donne des responsabilités particulières et un statut particulier, qu'elle est un membre influent également au sein de l'Union européenne et que c'est une puissance dotée comme la Russie. Donc il y a une forme de considération malgré tout pour la France, même si les relations sont aujourd'hui détestables. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Une autre question? Oui. Bonjour, je m'appelle Edouard, je suis étudiant en droit et j'ai du coup une question pour Monsieur Boniface et Monsieur Griot. Alors, du coup, on a pu constater. Un peu plus fort, si vous voulez bien. D'accord. Du coup, on a pu constater que ces derniers temps, le rapport de force entre du coup les États-Unis et l'Europe était clairement en faveur des États-Unis.
Est-ce que vous pensez du coup que justement les propos du vice-président J.D. Vance, notamment sur le fait que les États-Unis ne vont pas défendre éternellement du coup l'Europe, doit faire justement du coup un tant soit peu faire réfléchir les Européens sur évidemment faire développer leur souveraineté et essayer justement d'être pleinement autonome et de ne pas justement dépendre des États-Unis pour ne pas justement à se faire dicter ce genre de choses telles que par exemple la paix, les négociations sur la paix en Ukraine. Alors oui, absolument, mais moi je voudrais dire une chose, c'est que ces dernières années, ces positions-là ont déjà beaucoup changé. Je rappelle qu'en novembre 2020, la ministre allemande de la Défense, en réponse à une sortie de notre président, répondait de façon assez cinglante. Il faut, alors je ne sais plus le mot qu'elle a utilisé, c'était légende ou mythe, mais il faut que cette légende de l'autonomie stratégique européenne, cette légende de l'autonomie stratégique européenne doit cesser. C'était simplement pas envisageable. Ça ne faisait pas partie des plans politiques allemands de devoir assumer eux-mêmes cette sécurité-là. Alors aujourd'hui, on est au milieu du gué. Les budgets allemands augmentent énormément, mais rien de ce qui se fait en Allemagne ne se fait en dehors d'une relation avec les États-Unis. Mais on a quand même pris conscience d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de faiblesses. Euh, je serais tenté de dire que les choses changent aussi vite que l'Europe peut se le permettre. Pour ajouter, on est dans le déni de réalité. Ça fait déjà longtemps que Trump et J.D. Vance nous répètent que nous sommes l'ennemi, que l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis et qu'il n'a rien à faire de nous, qu'il veut même annexer une partie du territoire d'un membre permanent de l'OTAN. Et on espère qu'il y ait un retour de grâce, qu'il y ait un retour de flamme et qu'on va revenir comme auparavant. Et donc, tant que Trump sera au pouvoir, ça ne sera pas la peine. Et en 2028, on n'est pas sûr de qui va gagner les élections. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse être dépendant du vote de 200 000 électeurs en Pennsylvanie, ad vitam aeternam. Donc, en fait, on augmente les dépenses militaires, mais si c'est pour acheter des armes américaines, ça ne sert à rien parce que l'enjeu, c'est de se doter d'une base industrielle technologique de défense européenne pour aller vers cette capacité. Et si on achète, surtout maintenant, des armes américaines maintenant, on va ne plus pouvoir faire cette base industrielle européenne pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc, il y a effectivement, la France, depuis longtemps, plaide pour l'autonomie européenne dans le vide, et les autres pays ont toujours un tropisme. Même l'Allemagne, le chancelier Merz avait dit il faut qu'on devienne indépendant des États-Unis. Et puis, en fait, il revient au tropisme. Je dois vendre des Mercedes aux États-Unis et j'ai besoin d'être protégé. Donc, on est un peu au milieu du gué. Mais normalement, quand on vous crache dessus, on ne dit pas qu'il pleut. Mais je crois que là, un peu, par rapport à ce que nous disent les Américains, on a un peu tendance d'être dans le déni, quoi. L'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, disait que l'article 5 n'était pas l'article F-35. Accessoirement, ça va poser un autre problème politique en Europe, hein. On est en train de prélever des montants fiscaux considérables pour financer ces budgets de défense et on va aller financer précisément cette industrie de défense américaine. On imagine tous que cet argent serait beaucoup mieux dépensé si on développait effectivement la base industrielle et technologique de défense européenne. La France est encore plutôt en pointe. Elle est aussi autonome qu'elle peut se le permettre. Mais oui, on va continuer vraisemblablement d'acheter massivement. Et même si l'Ukraine espère acheter des Rafales, ça n'inversera pas la tendance. Rebonjour, Hichem Lemissi, analyste politique chargé de cours en relations internationales et géopolitique également. Je voulais vous remercier pour votre présentation, très intéressante sur certains aspects. Par contre, je dirais que je ne serais pas aussi optimiste dans le scénario d'un conflit au type affrontement nucléaire, dans l'idée qu'on utiliserait l'arme nucléaire dans le cadre d'affrontements d'essence maritime, si j'ai bien compris, en ce sens où l'arme nucléaire, c'est d'abord une arme de dissuasion. En tout cas, c'est une arme de dernière frappe, si je puis dire. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer une évolution qui est majeure, qui est la façon de faire la guerre, qui est complètement différente de celle qu'on a imaginée ou qu'on pouvait imaginer encore sur ces 20 dernières années, où l'hypertechnologie, qui était celle des systèmes d'armes occidentaux, a été remise en question, notamment par le phénomène de la dronisation, et puis l'apparition de nouveaux systèmes d'armes, et je pense en particulier à une classe intermédiaire, c'est-à-dire les armes hypersoniques, avec une question que je poserai au général Desportes. Dans le cas d'un affrontement que personne n'espère avec la Russie, et que la Russie utilise des armes hypersoniques à large échelle sur l'ensemble des grandes infrastructures militaires européennes, quelle sera la nature de la riposte? Merci.
D'accord, je vais d'abord faire un commentaire sur votre premier commentaire sur l'évolution de la guerre. Vous avez raison, la guerre évolue et une de ses spécialités de la guerre depuis que l'homme est l'homme, c'est qu'elle s'empare de tout espace que l'homme conquiert. La terre, la mer, l'air, l'espace, le cyber, etc. Et c'est bien des difficultés. On voit bien que la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est la guerre de 14 et c'est la guerre du 22e siècle. C'est les deux à la fois. Ce qui rend les affaires très compliquées, les problèmes budgétaires très compliqués, parce on ne peut jamais se départir d'un moyen de guerre, parce qu'on y reviendra toujours. Alors, je voudrais, sur l'affaire des drones, les drones sont très importants, bien sûr, mais il ne faut pas avoir la dronamania. Parce que la guerre de demain, eh ben, ce ne sera pas une guerre de drones. Parce que dès qu'on invente un moyen, eh ben, l'autre invente un moyen de contourner. Parce que s'il y a un exercice dialectique par excellence, c'est la guerre. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que les armées évoluent extrêmement rapidement pendant les guerres. Alors, en ce qui concerne les armes hypersoniques, elles ont une qualité, c'est qu'on peut arriver à les détruire. Contrairement, je parle sous le contrôle de l'ancien officier de marine qui est là, alors que les armes balistiques, on ne peut pas les détruire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas équipés pour les détruire. Nous, France, pourquoi ? On a 6 systèmes Mamba qui pourraient permettre de détruire ces armes, mais on voit bien que c'est tout à fait insuffisant. Parce que, encore une fois, on n'a pas cru au retour du menace général, et donc on a développé des armes mais en toute petite quantité, et pour construire le nombre de systèmes dont on aurait besoin, eh bien, il faudra du temps. C'est pour ça que cet effort de défense, il faut le faire tout de suite, que ça va demander des finances et qu'il faudra, vous le savez bien, réfléchir à de nouveaux équilibres entre le régalien et le social pour y parvenir. Je vais me permettre juste de répondre à votre première remarque. Lorsque je parlais d'une confrontation nucléaire maritime, il ne s'agit pas d'un conflit exclusivement sur ce type de théâtre. Je dis simplement que cela peut être un moyen d'éviter une escalade trop rapide et que ça fait partie des plans qui ont été envisagés par la France, par la Grande-Bretagne et par d'autres pays du fait de l'éloignement des populations civiles. Par ailleurs, j'insiste sur un point qui vient d'être développé par le général Desportes. Tout avantage militaire est par définition intérimaire. Il est par définition temporaire. Dans cette confrontation-là, je suis assez tenté de penser que, pour revenir à notre sujet, la Russie n'est pas à proprement parler en position de force. Oui, ils utilisent des armes tout à fait particulières. On a vu des missiles, des démonstrations. On a eu beaucoup de déclarations aussi sur des systèmes d'armes dont on n'a pas vu l'ombre du début d'une réalisation. Les systèmes d'armes en question sont très efficaces et également extrêmement coûteux. On l'a dit, la situation économique russe est compliquée. Et puis, ça fait un certain nombre de décennies maintenant que l'industrie de défense russe souffre d'un retard qui s'accumule régulièrement. Ils ont des points extrêmement forts, notamment au sol, hein, leur capacité à vaincre au sol, à avancer, à grignoter du terrain. Mais d'un point de vue technologique, je pense que pour le coup, l'Occident au sens large, et même juste l'Europe en dehors des États-Unis, a encore un certain avantage. Bonjour. Je ne sais pas si... Bonjour. Je suis une ancienne de l'EM Lyon, auditrice financière. Je vous remercie pour vos échanges, pour la qualité des échanges. Ça ferait plaisir d'avoir davantage des échanges aussi qualitatifs à la télévision. Je voulais vous demander quelque chose d'ordre assez général qui est relié au conflit russo-ukrainien. La semaine dernière, le président kazakhstanais Tokayev s'est rendu à Moscou. Et lorsque la directrice de RT, Margarita Simonian, a demandé au président Tokayev de s'exprimer sur la guerre en Ukraine, il s'est exprimé quand même contre la guerre. Mais ce qu'il a souligné, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que dans le droit international, nous avons deux principes contradictoires. D'une part, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et d'autre part, l'intangibilité des frontières. Est-ce que, selon vous, il y a effectivement une contradiction entre ces deux principes ? Est-ce que peut-être qu'il faut revoir le droit international sur ce point ? Parce que finalement, selon ce qui nous arrange, parfois on invoque l'un et parfois on invoque l'autre. Merci.
Vous avez raison, il y a une contradiction et on l'a vu avec le Kosovo, puisque en fait, on a modifié les frontières, contrairement d'ailleurs aux accords d'Helsinki qui normalement prônaient l'intangibilité des frontières. Donc on l'a déjà fait une fois, au profit de séparatistes d'ailleurs. Et voilà, donc effectivement, il y a contradiction, ce qui arrive souvent dans le droit international. Quand vous avez une guerre, le droit international est un petit peu mis à l'écart aussi, parce que c'est la réalité sur le champ de bataille qui l'emporte. Ah, Sylvie, pour une fois, je vais être en désaccord avec toi. La contradiction, elle est politique. Parce qu'effectivement, on a dit occidentaux et russes, on dit l'inverse. Pour le Kosovo, les Russes ont dit intégrité territoriale et nous, droit des peuples, c'est le même. Et pour la Crimée, on a dit l'inverse, les uns et les autres. Sauf qu'en droit international, le droit des peuples palestiniens s'applique pour les peuples colonisés et pas du tout pour les sécessions. Donc, en fait, le droit international ne reconnaîtrait pas le droit à l'indépendance de l'Écosse si les Écossais voulaient devenir indépendants, sauf s'ils organisent un référendum en accord avec Londres. Et de même qu'il ne peut pas y avoir, si la Corse veut devenir indépendante, ce qui peut-être nous coûtera moins cher, il faudrait l'accord de Paris pour organiser un référendum. Donc le droit des peuples tel qu'il a été mis en place à l'ONU notamment, ça s'appliquait au droit, et donc le droit de se libérer s'applique au droit des peuples colonisés, sinon c'est de la sécession qui est interdite en droit international, d'où la non-reconnaissance de la sécession du Biafra, d'où la non-reconnaissance de la sécession du Bangladesh, jusqu'à ce que ça réussisse. Parce que c'est toujours pareil, une fois que ça réussit, on le reconnaît. Mais la sécession est interdite dans les peuples, dans les États déjà constitués, mais c'est le droit des peuples s'appliquer autrement. Sauf que là où on est en contradiction, nous et les Russes aussi, les deux, c'est que quand ça nous arrange, on met en avant des principes qui sont exactement les contraires que ceux qu'on mettait dans d'autres conflits. Donc la contradiction existe bien. Oui, elle est politique, elle n'est pas juridique. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vous propose qu'il y ait une dernière question. Oui, bonjour. Je m'appelle Laura, je suis étudiante en droit international, parcours sécurité internationale, défense et cybersécurité à l'Université de Grenoble, à la faculté de droit. Déjà, merci pour la qualité de vos interventions, c'était très intéressant. J'aurais une question plutôt pour le général Desportes en l'occurrence. Vous avez évoqué le manque de clarté dans la stratégie européenne et le fait qu'on n'arrive pas à afficher un front uni face à la Russie. Quelles seraient les mesures ou les orientations pertinentes que vous conseillerez dans cette perspective-là? Je sais qu'il y avait des débats autour d'une armée européenne notamment. Est-ce que vous estimez que ça pourrait être une solution viable pour la suite? Merci. Merci à vous. Alors, il n'y aura jamais d'armée européenne, je vous rassure. Il n'y en aura jamais parce qu'une armée est aux ordres d'un chef politique légitime et qu'il n'y aura jamais de chef politique légitime en Europe. Donc, il n'y aura pas. Par contre, il faut que l'Europe gagne, et on en a parlé, gagne son autonomie opérationnelle. Ça, c'est fondamental. On voit bien une grande difficulté avec la dispersion des efforts, des perceptions stratégiques différentes. Et dans cette affaire-là, moi, je reviendrai sur une déclaration récente de Mario Draghi qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit, bon, l'Union européenne à 27, ça marche pas bien, il faut être honnête, et à 35, comme le voulait Mme von der Leyen, ça n'a pas mieux marché, le truc. Et donc, il dit il faut aller vers un fédéralisme pragmatique. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Et je pense que le futur de l'Europe, l'Europe qui fonctionne, ce sera l'Europe des Eurogroupes, par exemple, l'Eurogroupe de l'euro, l'Eurogroupe Schengen, par exemple, ou bien l'Eurogroupe militaire qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'oublie le nom du fort, dans le fort de Paris, qui est la coalition des volontaires. Et je pense que, au fond, l'Europe de demain, pour qu'elle vive, elle sera une Europe de projets communs qui seront voulus par des pays qui accepteront de perdre un peu de souveraineté pour gagner en puissance dans ce groupe. C'est exactement ça, l'euro. Eh bien, je pense qu'en termes militaires, ce sera comme ça. À un moment donné, on ne peut pas se faire traîner vers le fond par un Hongrois ou un Slovaque, si vous voulez. À un moment donné, il faut avancer. Et là, l'Europe n'a pas encore cette capacité-là. Je crois qu'elle devra se doter, effectivement, d'avancer par projet. Et donc, moi, je crois que la défense de l'Europe, ce ne sera pas une défense européenne, enfin, ce sera une défense de l'Europe, mais pas une armée européenne, mais ce sera un projet auquel adhéreront un certain nombre de pays. Je peux rajouter quelque chose. En fait, il n'existe pas d'armée de l'OTAN ou d'armée de l'ONU. Il y a des opérations militaires, mais quand elles sont décidées de manière politique, vous avez une génération de forces et les différents pays déclarent ce qu'ils sont prêts à mettre à contribution. Donc, c'est pour ça que ce terme d'armée européenne est un petit peu illusoire.
Merci beaucoup. Merci à chacun pour votre participation et votre propos tout à fait. Bien, merci à tous, merci à tous les intervenants, merci Marie-France pour l'animation des deux débats. Le pari qu'on avait fait avec GEM d'avoir 2 demi-journées de réflexion intense et d'intelligence collective pour mieux comprendre cela avec des débats. On n'est pas tous d'accord, mais on est d'accord pour avancer dans la réflexion et trouver un peu cela. Et tout ceci ne serait pas possible sans votre participation active. Donc merci pour la qualité de vos questions, pour l'intelligence de vos questions. On n'a pas pu toutes les prendre, malheureusement, mais c'est peut-être mieux comme ça prouve qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et rendez-vous l'an prochain.